tout à l'heure, Alexis, ces liens, ces ponts avec le jeu vidéo, puisque du côté droit, vous allez découvrir des jeux majeurs, forcément, quasiment, auxquels il est sûr que vous avez tous joué, et qui permettent un petit peu de voir un petit peu cette coordination, ce lien unissant ces deux médias. Mais en attendant, on peut faire du moonwalk, pour meubler, faire des trucs complètement dingues. Bon, en attendant que ça parte, quels sont, parce qu'il y a des anecdotes, il y a quand même des jeux qui ont été adaptés de films et qui ont été des échecs incroyables, parce que l'inconscient collectif, quand même, cinéma et jeux vidéo, ça n'engendre pas toujours de très belles choses. Hein, c'est vrai que du côté des joueurs, on est souvent sur cette idée de l'adaptation des films en jeu, hein, puisque dès 1975, dans les premiers films de cinéma qui sont adaptés en jeux vidéo, et que très souvent, du côté de nos expériences de joueurs, on a des mauvais souvenirs de ces jeux. Quoique, parfois, moi je suis surpris de parler, quand je parle avec des joueurs, que je parle un peu de leur carrière de joueurs de jeux vidéo, on se rend compte qu'ils ont tous, quelque part dans leur cœur, un Batman, un Robocop, une adaptation sur Amstrad CPC ou sur console de jeux de salon, qui est une adaptation de films de cinéma, et que finalement ça fait partie de leur histoire de joueurs également. Mais par exemple, si je prends le film E.T., grand succès de Steven Spielberg, un film magnifique, le jeu E.T. c'était une catastrophe absolue, au point qu'il y a une petite anecdote, il a été enterré, c'est ça dans... Écoute, moi, le fait historique n'est pas avéré, hein. J'ai jamais vu la décharge où les cartouches d'E.T. ont été enterrées. Par contre, c'est vrai que c'est un vrai mythe industriel, cette histoire d'E.T. L'histoire, c'est que Atari décide de surfer sur le succès du film de Steven Spielberg, d'en produire une adaptation pour ses consoles, et produit autant de cartouches de jeux qu'il y a de machines Atari sur le marché. Donc il y a une surproduction de cartouches, le jeu est développé assez rapidement et la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Ce qui fait qu'Atari, plutôt que d'éviter des coûts sur les surstocks, va aller les enterrer quelque part dans un désert américain. Alors les versions varient entre le désert du Mojave, près de Las Vegas. À côté de Roswell, quoi. En gros, c'est la même idée. Bon alors, si, ah bah voilà, c'est incroyable. Ou pas. Alors peut-être qu'il faut appuyer sur play. Voilà, c'est merveilleux. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Voilà, alors c'est un montage, moi, que je trouve assez édifiant, quoi, sur ces rapports entre les premiers jeux vidéo et le cinéma. Il a été fait par un chercheur catalan qui travaille, lui, sur les films des premiers temps, les films muets, des débuts du cinéma. Et il est parti du constat, il se disait, mais finalement, ces films muets du premier temps, il leur manquait la parole. Et ils ont dû trouver des moyens pour développer leur expressivité, de passer par l'image. Finalement, le jeu vidéo, les premières formes de jeux vidéo, dans les années 70 et dans les années 80, va tenter de faire à peu près la même chose. C'est bon, ça. Et finalement, vous voyez qu'en comparant ici sur un split screen... Bah moi j'ai plus peur des petites poupées qui se battent, hein. Ça fait un peu de Chucky, pas trop ça. Mais voilà, de montrer que des jeux visuels sont aussi présents dans ce cinéma des premiers temps, hein, qui cherche à... Alors ça, il faudrait jeter un voile pudique sur cette vidéo, voilà, merci. Voilà, ces premiers films de cinéma, ils essayent de faire un spectacle visuel, parfois avec des éléments de narration, et finalement on voit qu'ils passent à la fois par le même type de cadrage, par le même type de mouvement de caméra, par la même échelle de plan. On est à la fois dans ces films des premiers temps et puis dans ces jeux vidéo des premiers temps, sur des cadrages qui sont frontaux, qui parfois simulent un mouvement de caméra qui pourrait être un travelling. C'était assez marquant sur Mario, au tout début de la séquence, vraiment où par exemple il saute sur l'arbre, etc., comme Mario saute autour de la petite tour pour prendre le drapeau. Voilà, et du côté, d'une certaine façon, ce qu'on peut se dire, c'est que le joueur des années 80 et des années 70 et 80, il éprouve un plaisir visuel qui est pas loin de celui du spectateur des années 20, finalement, en voyant ce corps faire des cascades, faire des chutes, essayer de se rattraper tant bien que mal à des cordes, des lianes, etc. Et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant parce que là, on est vraiment dans les années 2011, mais de voir que très tôt, il y a des échanges d'imaginaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de formes visuelles entre cinéma et jeux vidéo. Et bien justement, des liens entre cinéma et jeux vidéo, il y en a d'évidents. Et on voit que de plus en plus de réalisateurs, aujourd'hui, osent dire à quel point, finalement, le jeu vidéo les intéresse, osent
dire qu'ils ont même envie d'y travailler pour certains. Et donc on va découvrir ensemble une vidéo dans laquelle vous allez découvrir eh bien, différents réalisateurs de renom, puisqu'il s'agit quand même de Peter Jackson, donc le Seigneur des Anneaux, James Cameron, d'Avatar par exemple, ou encore Mathieu Kassovitz, qui nous parlent justement des liens qui unissent pour eux, dans leur collaboration avec d'autres équipes, cinéma et jeux vidéo. I think we all see that video games are becoming much more cinematic, and that's going to continue. They'll come up to a level that looks almost photoreal in games. One is a story that is a fixed narrative with no choices for the viewer, and the other one is a choice every tenth of a second. So they'll always ultimately be different, but the way, the tools that both worlds use are getting closer and closer. I think Peter Jackson is definitely a bigger geek than I am when it comes to gaming. I could say, oh, Guillermo del Toro, he is a monster video game player. Yeah, and he's a good friend of mine. He plays much more than I do. Now those guys could kick my butt. I really love collaborating on the game. I think really from a purely selfish point of view, it's given me a great opportunity to learn about how games are created from an incredibly successful and wonderful team of people. And you know, I felt like a student really just sitting down and trying to help. I mean, I've, you know, as the guy making the movie, I've tried to offer as much advice and feedback and opinion as I possibly can. It's just a wonderful experience. It's like, you know, almost making a second film at the same time as I'm making the first one. It's like two parallel productions happening at the same time, both, you know, heading towards a common goal. Moi, je peux pas dire, je veux faire Citizen Kane au cinéma, c'est foutu. Je peux pas dire, je veux faire 2001. Par contre, tu peux dire, tu veux faire ton 2001 du jeu vidéo. Et là, ça devient, là, tu dis, ah, là, tu rentres dans un domaine intéressant. Eh oui, un domaine intéressant, effectivement. De plus en plus, et ils sont très nombreux aujourd'hui, pas qu'aux États-Unis, on le voit en France aussi, et dans d'autres pays, à vraiment s'intéresser à cette force qu'a le jeu vidéo aujourd'hui, à la fois d'immersion, de visuel, mais aussi forcément d'interactivité. On va pouvoir en parler avec Christophe Balestra, qui va revenir nous rejoindre, voilà, et on va pouvoir lancer le débat. On va, je crois, descendre ici, des chaises normalement. Voilà, c'est complètement incroyable. Une table, des chaises, des fauteuils, voilà. Et du coup, on va parler